ici. Parfait. Bon, donc comme je disais, on parle. Le but du jeu de tout ça, ça va être de transformer une app quelconque. Pour le coup, l'app, tout ce qu'elle va faire, c'est de la gestion de poste, entre guillemets. C'est une Appresse classique. Il y a de l'ERB, il y a un contrôleur. Il y a vraiment rien de bizarre. C'est comment est-ce que tu peux passer de quelque chose qui est vraiment classique Rails à du React, mais progressivement. En fait, le but du jeu, c'est pas de dire je réécris toute mon app, parce que dans la vraie vie, en fait, tu fais jamais ça, parce que c'est infaisable. Parce que ton app, elle est beaucoup trop grosse. Là, il y a une page c'est facile, mais même une page, ça demande beaucoup de travail. Pour le coup, ce que vous allez voir, c'est que je vais pas tout faire à la main pendant la vidéo, parce que j'aurai jamais le temps. Il y a des bouts où je vais fast forward sur une branche que j'ai prévue d'avance. Mais en gros, ouais, c'est souvent ça. C'est t'ajoutes des bouts de React ou des components en React, puis tu les agrandis éventuellement pour prendre tout ce qui devrait être réactisé dans un environnement Rails. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions sur ce genre de point déjà. Non, c'est clair. Oui. Ok. La page, c'est vraiment super simple. Tout ce que ça fait, c'est que ça va gérer du CRUD autour de posts. Voilà. C'est Ok. avec des autorisations du style, quand tu n'es pas celui qui a posté le post, tu ne peux pas le supprimer, tu ne peux pas l'éditer. Alors, vraiment des trucs Ouais. super simples. Je vais remontrer un peu l'application Rails avant pour montrer, mais c'est plus pour expliquer ce que faisait l'app en elle-même. Vas-y. Donc l'application Rails en elle-même, c'est vraiment un truc classique, il n'y a rien de spécial dedans. Donc ce qu'on va avoir, c'est, comme je disais, il y aura un contrôleur qui est un post-contrôleur avec 4 pauvres méthodes désolé, chute, qui est l'index, le create, le destroy, le update de poste. Il vérifie l'autorisation, il te redirige toujours vers le slash, parce que de toute façon, j'ai qu'une seule page en vrai. Ok. Bref, il fait rien de très spécial. Il pop des alertes quand tu fais des trucs que tu n'as pas le droit de faire, mais c'est à peu près tout. T'as une view, tout ce qui est plus classique aussi. C'est une énorme, c'est 40 pages c'est 40 lignes de ERB. Je me suis dit que j'allais laisser une seule page avec pas de partial, parce que c'est des chances que, si jamais vous avez ce genre de choses à faire, il y a des chances que ce soit l'état de l'application sur laquelle vous allez devoir travailler. Donc c'est vraiment, vous avez un espèce de truc avec des if et des each et ce genre de choses. Donc on va travailler sur comment est-ce qu'on extrait ça vers du React, Ok. ce genre de logique. Il y a un fichier CSS classique. Le CSS, c'est vraiment c'est 4 fichiers de CSS séparés. Ok. Celui-là, justement. Mais c'est vraiment du CSS basique. C'est rien de très spécial. Pareil, on va voir comment est-ce qu'on travaille autour de ça en React et comment est-ce qu'on peut l'amener vers du CSS in React. C'est un peu la mode en ce moment. Et pareil, JavaScript, il n'y a quasiment rien. Il y a 2 handlers qui cachent des choses en fonction. Hmm. C'est pas mal ça. Si ça intéresse des gens qui veulent regarder le repo plus tard, normalement les specs sont assez propres. Et dans les choses qui peuvent intéresser, j'ai donné un exemple de comment est-ce qu'on fait des tests en Cypress. Je ne vais pas en parler complètement dans cette vidéo, j'y reviendrai sûrement à un autre moment. C'est comment on fait des tests de front d'intégration. Donc on a l'app qui tourne et on lance un truc qui va vraiment faire des tests sur l'app en cliquant sur les choses, en remplissant les champs. Cypress est un des trucs qui existe pour faire ça. Et c'est assez simple à écrire. C'est pas une fixture. Ça va vraiment ressembler à tu visites la page, tu cherches ce champ, tu tapes ça, etc. La différence avec Capybara, ce serait quoi? À C'est part que le langage. ça, en gros, moi, la grande différence avec Capybara, c'est Capybara de mémoire, ça charge pas un Chrome WebDriver et c'est moins agréable à utiliser dans des environnements typés CircleCI.
Ça se passe parfaitement Ok. sur un Circle CI, par exemple. Ok. Euh, Ça va assez vite, ça aime bien travailler sur des apps en React. Ça n'a aucun problème sur travailler sur des apps avec des JS très lourds. Là où, encore une fois, si je ne me trompe pas, un Capybara, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est du Phantom.js qui est particulièrement bon. Donc, si tu as beaucoup Ok. de tests, c'est affreux. Ok. Euh, voilà, bonjour à la personne qui vient d'arriver, que je ne sais pas qui c'est. Schoner. Bonjour Schoner. Voilà. Euh, euh, converser, histoire que si les gens disent des choses importantes, je les reprends. J'écoute juste, très bien. Voilà, ça c'est les trucs que vous pouvez regarder dans l'app a posteriori. Je ne vais pas trop en parler là-dessus, mais je pense que ça peut faire un bon exemple d'app euh, de base en réel. Il y a, y a vraiment rien de particulier. En termes de modèle, pareil, il y a un modèle. Hein. En vrai, il y a un post quoi, qui a un auteur et qui a un texte avec une taille minimum de 6. Voilà, c'est à peu près l'intégralité du truc. Bon, Ok. du coup, on va parler de comment est-ce qu'on amène React et Webpacker là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez regardé un tout petit peu comment marche Webpacker. Alors, je vous préviens, moi j'ai besoin de la doc, hein, je ne la connais pas par cœur. Non, ce que tu veux. Webpacker, pas avec HTTPS. Donc, Webpacker, c'est l'équipe de Rails qui a retravaillé autour de Webpack. Le Webpack, c'est une horreur à configurer. J'ai une autre vidéo sur le sujet si vous voulez rigoler un petit peu. C'est 1h20 où je fais que de la config pour faire une app qui fait rien. Mais l'idée, c'est que la majeure partie de cette config, bon, tout le monde veut la même en vrai. Et proposer des bons défauts, une bonne configuration par défaut, c'est quand même pratique. Donc c'est vraiment ça. Et c'est intégré à Rails. Voilà. Donc quand tu crées une nouvelle app, Rails, tu peux lui dire tout de suite, non, non, mais là, je voudrais Webpacker. Et ce sera beaucoup plus pratique. Là, ce qu'on va faire, c'est que, bon, bah, on n'a pas le droit à ça, parce que mon app existe déjà. Et donc, du coup, je vais ajouter Webpacker. Leur pré-release est ultra stable. Vous pouvez y aller. Hein, j'ai jamais eu aucun problème avec. Vous pouvez aller chercher la version Next. Donc, on va vraiment suivre le tuto. Donc, dans le Gemfile, on ajoute la gem Webpacker. On va bundle install. Et ensuite, je ne sais pas si vous êtes familier au moins un petit peu avec le monde du JavaScript, mais en gros, il y a deux alternatives qui existent, qui sont NPM ou Yarn pour installer des packages. Et l'équipe de Rails conseille d'utiliser Yarn, donc on va suivre ce qu'ils conseillent et on va utiliser Yarn pour ajouter leur plugin. Ça marche. Voilà, ce qui installe à peu près la moitié de la Terre. Hein. Parce qu'on n'est pas dans un environnement Ruby où quand tu installes la moindre en Node, quand tu installes la moindre dépendance, tu vas tirer un millier de dépendances différentes. Voilà. Ce que ça fait, c'est que ça va ajouter des choses aussi dans le package.json. Le package de JSON, donc je vais beaucoup utiliser VS Code parce que je fais du JavaScript et que c'est plus pratique pour ça, je trouve, que Vim. Ce qui est discutable, mais je préfère faire ça. Il y avait déjà des packages qui étaient là, parce que c'est ceux que j'utilise pour Cypress et entre autres ESLint en général, pour pouvoir. Ça fait la même chose que Rubocop pour JavaScript, pour ceux qui savent pas. Donc on va attendre que tout ça soit installé. Il peut être particulièrement long. Une fois que ce sera installé, on va installer Webpacker. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer les fichiers de configuration par défaut de Webpacker sur une app. Je pense pas qu'on ait besoin que tous les paquets de nodes soient installés pour pouvoir faire ça. Donc ça va vraiment juste créer des fichiers YAML de config. Plus quelques dossiers dont on va parler dans quelques instants. Ah non. Ok, stop. Okay. Il fallait que l'autre soit terminé. Du coup, si je comprends bien, Webpacker, c'est ce qui permet d'avoir une base de Alors, travail pour passer en React.
Donc, qu'est-ce que c'est? Rien à voir avec Webpack? Ça a quelque chose à voir avec Webpack. En fait, c'est D'accord. un wrapper autour de Webpack pour le rendre plus facile à utiliser. Parce que Ah, Webpack, comme d'accord. je dis, c'est des heures de joie à configurer. Ouais. Euh, et, euh, et ça, du coup, c'est vraiment un retravail autour euh, pour que ce soit plus facile. Euh, Ok. Ça va te permettre, parce que quand tu vas avoir une app en React et une app en Rails, quand tu vas développer, tu vas te retrouver à avoir deux serveurs qui tournent en permanence. Tu vas avoir ton app Rails et ton app Webpacker. D'accord. D'ailleurs, dans Rails 6, ce qui va se passer, c'est que le asset pipeline va être jeté à la poubelle et ils vont plus que utiliser Webpacker. D'accord. Ok. Ce qu'ils ont annoncé, en tout cas, j'attends de voir le moment où c'est en prod, hein, mais Hmm. j'ai pas eu le temps de toucher à Rails 6 encore. Parce que là, du coup, on se retrouve avec, entre guillemets, deux assets pipeline. C'est ça, il y a deux asset pipelines et là, ce qu'on fait, c'est plus ou moins la migration de l'un vers l'autre. Ok. Donc, je disais, on installe, mais j'aurais dû attendre que l'autre se termine. Ça va pas tout planter. Euh, Normalement, non. Ok, à plus Marvin. Euh... Ouais, bon, on va le laisser finir son install. Dans les autres, je vais montrer la gueule des fichiers qui sont créés. C'est important. Voilà, donc là, on a tout ce qu'il va nous falloir pour utiliser Webpacker d'installer et de prêt. Ce que ça a changé, l'avantage de VS Code, c'est que ça va me montrer les fichiers facilement. Ça va. Je vais fermer tout ça parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, hop. Ça va avoir créé des fichiers de config par défaut qu'a priori vous n'avez pas besoin de toucher avant un bon moment. Vraiment, le but du jeu, c'est que la config par défaut marche. Ok. Euh, Ça va avoir ajouté des choses dans le package de JSON, normalement. Si je ne me trompe pas, à savoir Rails Webpacker ici et un dev server par là pour quand vous aurez besoin. Quand on va, comme je disais, il y aura un Rails server et un dev server qui vont tourner côte à côte. Ça va avoir écrit des fichiers de config. Genre des fichiers de config par environnement et un fichier de config général en YAML. Bon, le format, vous connaissez. On y reviendra, il y a un truc à changer dedans. Et c'est important de le changer. J'ai passé des heures à trouver cette config à la con. Ça va avoir créé deux nouveaux bins, donc exécutables. Un qui s'appelle Webpack et un qui s'appelle Webpack Dev Server. Je n'ai jamais utilisé que Webpack Dev Server. Webpack, je pense qu'il peut être utilisé quand tu veux simuler ton environnement de production. J'avoue que j'en ai jamais eu besoin. Et ensuite, ça va créer un dossier JavaScript, donc c'est dans App. D'habitude, votre JavaScript, il est tout dans Asset JavaScript. Hmm. Là, il est directement dans App. La grande différence entre les deux, c'est tout ce qui est dans Asset va passer par le vieil Asset Pipeline. Tout ce qui est dans le nouveau dossier JavaScript, et Pax en particulier, va passer à travers le Webpacker, le nouvel Asset Pipeline, en fait. D'accord. Euh, Ce qui va se passer, c'est que donc ce fichier, le fichier application.js, on le réécrira plus tard, c'est l'espèce de point d'entrée de toute ton app, de tout ton JS dans ton application Rails. C'est avec ça que tu vas te plugger quelque part. C'est précisé dans les commentaires. Il faut ajouter Ok. un add, enfin un JavaScript pack tag application quelque part dans son app pour que il plug ce fichier quelque part. Euh, c'est pas mal ça. En Ça gros, qu'est-ce sert que de manifeste après pour. ouais, c'est plus que c'est ton point de départ. C'est en gros, ça lui dit qu'est-ce que tu dois faire dans l'app, qu'est-ce que tu dois loader comme autre fichier JavaScript et Ok, qu'est-ce que tu d'accord. dois faire au moment où on t'insère en fait dans l'app. Ça marche. Voilà, eux, ils conseillent de le mettre dans le layout. C'est cool quand toute ton app c'est du React, mais en l'occurrence, toute notre app ne sera pas du React, donc c'est une assez mauvaise idée. On va voir qu'on va le mettre on va le mettre par page, entre guillemets. On va en avoir un par page. Pour l'instant.
À terme, le but du jeu, c'est d'avoir vraiment une app qui ne fait plus que du React, mais une migration, c'est pas instantané. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Donc, après, on peut retourner voir cette magnifique doc. Et ils expliquent comment choisir. Qu'est-ce qu'on veut comme framework? Il y a plein d'intégrations de base. Donc, tu peux vouloir faire de l'Angular avec du TypeScript, du Vue, EML, Stimulus, whatever. Bon, on a dit qu'on faisait du React. Et donc, on prend la super ligne qui va globalement intégrer tout ce qu'il nous faut. Copie-colle. Vraiment? Ah oui, pardon. Je crois que t'es pas dans le bon répertoire. Non, je suis dans le bon répertoire, c'est juste que j'ai fait Rails New, là où je voulais D'accord. exécuter le rajout React en fait là, dans mon app courante. D'accord, ok. Voilà. Euh, et la raison pour laquelle je le fais sur une app qui existe déjà, c'est parce que dans la vraie, enfin vraiment, hein, Ouais, ça se passe comme ça en vrai, quoi. vous aurez jamais une app qui est toute neuve, hein, ou alors c'est exceptionnel et c'est beaucoup trop facile, mais c'est peu probable. Donc ça va avoir ajouté pas mal de plugins de base pour faire marcher React. Je ne vais pas détailler exactement ce qu'ils font tous. Je considère que vous connaissez un minimum de React au moins pour vous en sortir, pour comprendre ce que ça fait. Et ça va avoir ajouté un nouveau Pax qui s'appelle Hello React, qui fait à peu près rien. Tout ce qu'il fait, c'est il va chercher, en gros, quand tu vas démarrer ton app, il va générer un component vide qui fait juste Hello David, Hello David ou Hello quelque chose, et il va le plugger euh, à la fin de ton document. En fait, il va créer une div à la fin du body et il va plugger l'app React à cet endroit-là. Si vous avez déjà utilisé React, vous savez que React DOM Render, ça vraiment pour plugger l'app. Ça indique où tu plugs ton premier component, ton component parent, donc là c'est leur component Hello, dans ton app. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler tout de suite de la config qu'il faut changer. Dans le webpacker.yaml, par défaut, le dev server écoute sur localhost. Le truc, c'est que c'est cool localhost, mais souvent vous allez taper 0.0.0.0 pour votre app et puis il va pas trouver localhost du coup. Enfin, ça va mal fonctionner. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je remplace les deux localhosts par des 0.0.0 et ça fait que peu importe l'environnement peu importe si tu vas sur localhost sur 0.0.0.0 sur 127.0.0.1, il va réussir à trouver ton dev server. Je vous laisse fouiller sur pourquoi ça marche et comment ça marche plus tard. D'accord. Honnêtement, j'ai passé. Si tu le mets pas, il passe 5 secondes sur chacune de tes views à attendre que ton dev server réponde. Et sans te dire pourquoi ça marche pas. Donc des heures Ok. de joie pour retrouver qu'il fallait changer ça. Pour l'instant, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais plugger ça quelque part. Donc je vais prendre. Toi, les assets, j'en ai pas besoin, je vais pas y toucher avant longtemps. Je vais lancer mon serveur. Non, pas toi. Je vais. Donc je vais avoir un Rails serveur classique. Non. Moins P de 999, très bien. Ah, bien sûr, je l'utilise déjà. Peu importe le port au final. Ah, et comme promis, il faut lancer le dev server en fait. Donc il va être bin et c'est webpack dev server. Là, rien de spécial à lui passer. Dès que tu as fait un jet. Ah, putain, j'arrive. Et c'était beau. Je n'ai pas arrêté sur mon autre session. Comment je le trouve? Est-ce que t'es? J'aurais pu tuer celui-là, mais c'est pas trop celui-là que je veux. C'est celui-ci. Hein. Ouais.
et non, pas Pékil, juste qu'il. Voilà. Donc normalement, il n'est plus du tout en train de tourner. C'est exactement ça. Donc je peux retourner sur ma config de tout à l'heure et dire, s'il te plaît, dev server démarre. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait quand il démarre? Il va prendre chacun des fichiers qui sont dans notre dossier app, JavaScript, Pax, et il va compiler un JavaScript minifié, etc., et le mettre à disposition pour la praise. Il va recompiler à la volée dès qu'il y a un changement, ou que ce soit dans l'arborescence de app JavaScript. Ok. Ce qui fait que du coup, on va pas avoir besoin de faire beaucoup de rafraîchissement de page, elle va se rafraîchir toute seule, il gère ça tout seul. Du coup, on va ajouter l'app quelque part dans nos views. Pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par changer la view post. On changera peut-être la view login si j'ai le temps de deviser plus tard. Et pour ça, on prend nos views classiques. J'ai besoin de mettre la config. Je vais aller voir l'index. Voilà. Et à la fin de l'index, je vais aller coller la ligne qui conseille ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux aller visiter mon app. Non, pas toi. C'est vous, c'est tranquille. Voilà. Qui contient des infos de base pour une app. Plus, on remarque qu'en bas, on a une super string qui dit Hello React. Ok. Ça, c'est notre app React. On peut l'inspecter. On va voir que c'est vraiment l'app React en elle-même. Si vous êtes... Je ne sais pas à quel point tu es à l'aise avec React, Tim, ou pas du tout. Alors je suis à l'aise au point que je ne sais pas ce que sont des props. Ok. Mais j'ai pas encore vraiment. Enfin, j'ai essayé de suivre des tutos, mais j'ai pas encore penché sur le sujet sérieusement. Mais je comprends Okay. le principe de base d'avoir des components, quoi. Ok. Les props, c'est ce que tu passes en paramètre. Genre, hello, tu sais, c'est comme quand dans une image, tu as un href, l'href Ouais. serait une prop. Ok. Voilà, par exemple. Et tu as une notion de state aussi qui est l'état de ton component. On va s'en servir beaucoup, donc, Ok. mais Ok. vraiment, Donc les props, c'est une façon de catégorifier les components, quoi. c'est Ouais, plus ouais. une façon de leur passer des propriétés. C'est vraiment propre D'accord. ces propriétés, littéralement. Ok. Comme tu remarques ici, quand on crée le component, on lui file une props name qui est React. Je pourrais lui Ok. passer d'autres props à ce moment-là. Ok. Donc là, on avait cette magnifique app qui fait rien et qui, on peut voir qu'elle se plug toute seule en bas de la page. Bon, la plugger ici, c'est pas très pratique parce que, enfin, la façon dont il le plug en ajoutant une div à la fin du body, en général, tu veux jamais faire ça. Tu veux la plugger exactement où tu veux pour render ton app où tu veux. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier leur helloreact.jsx pour en faire quelque chose de pratique. Bon, déjà, on n'a pas besoin d'application.js. On va pas l'utiliser. Donc, je vais juste la supprimer. Et je vais renommer celle-là en application. Parce que notre app ne s'appelle pas vraiment Hello React. Application.js. Va falloir que je redémarre mon dev server, mais avant, je vais cleaner un petit peu ça pour que ça ressemble à quelque chose. Pour l'instant, on va laisser ça, mais on va juste le render au bon endroit. Donc, on va render toujours notre component de base. Notre component de base, ce qu'il va faire, c'est qu'il va document.getElement by ID. Il ne crée pas une nouvelle div et on va récupérer un truc qui s'appelle maison app container. Donc, en fait, il va chercher une div qui s'appelle comme ça, enfin un élément qui s'appelle comme ça, et il va render l'app dedans.
qui va nous permettre, Ok. nous, dans notre index.html, machin, de dire, en fait, je le veux à la fin du main, je le veux plutôt ici. Ok. Si je mets une div, et comme il dit, je ne sais plus ce que j'ai mis app container, je crois. Ouais. Voilà, ça change pas l'endroit où on met le JavaScript, ça change juste l'endroit où ça va être render. Et si je fais pas mes trucs, c'est dégueulasse. Voilà. Donc là, si on retourne sur notre page, j'ai raté quelque chose. Ah oui, parce que j'ai pas redémarré le serveur, donc il ne trouve plus application.js. Donc, si vous voyez bouger la souris à des endroits aléatoires, c'est juste parce que je me bats contre Zoom, plus ou moins. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, ce que je lui ai dit, est-ce que tu peux mettre Hello React, il s'appelle plus comme ça s'appelle application. Ah, donc, si on visite notre page, normalement, maintenant, ça fait partie du main. Il l'a mis au bon endroit, il a vraiment pris une autre div qui s'appelait app container et il a injecté ce qu'il fallait dedans. D'accord. Donc déjà, ça nous permet de nous plugger au bon endroit. Donc là, déjà, vous avez une app React à l'intérieur de votre app Rails. Pour l'instant, elle ne fait rien, elle ne peut pas communiquer avec votre application normale, mais on va faire ça tout de suite. Ce que je conseille, c'est de laisser l'application.jsx la plus simple possible. Devrait quasiment y avoir rien dedans, à part lui dire où est-ce que tu veux render le truc en lui-même. Pour tout ce qui va être le code en lui-même, il vaut mieux créer un nouveau dossier, j'appelle ça SRC en général, dans lequel je vais mettre tous mes vrais components. Hmm. Donc par exemple, je vais en avoir un qui s'appelle app, et dedans, je vais avoir mon component principal de mon app qui va s'occuper de gérer l'app. Ok. Donc, est-ce que j'ai un nom? Là, donc c'est vraiment c'est vraiment un truc qui fait rien. Je sais pas ce truc, je change le truc par défaut. Là, et pour l'instant, il va y avoir pas une div mais un p. Div. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça s'appelle. Il ne sait pas comment ça s'appelle. Et le slash est dans l'autre sens quand c'est un vrai truc. On peut revenir dans notre application.jsx, enlever ce component par défaut qui ne sert à rien, enlever ça parce qu'on ne s'en sert plus, et ici, render notre app en entier. Voilà, donc là on est dans un cas où vraiment c'est mieux avec une virgule, on va vraiment render juste le component, ce fichier ne fait rien. Il load le premier fichier, et il le met au bon endroit, et il l'envoie au bon endroit. D'accord. L'avantage, c'est que on va jamais avoir besoin de s'en occuper. Voilà, c'était bien ce que c'est censé dire. Ce fichier, on peut globalement le fermer, on va plus jamais s'en servir. Et tout va fonctionner dans ce qui est dans SRC. Moi, je vois vraiment les packs comme, ok, ça c'est mes points d'entrée dans mon app, comment je vais plugger les choses, et ce qui est dans SRC ou ce qui est dans un autre dossier, ça va être vraiment l'app en elle-même, les bouts de JavaScript, les bouts de CSS qu'on va vouloir rajouter venant de Webpack, ce genre de choses. Ce qu'on va commencer par Ouais, faire, ouais. ouais, Vas-y. vas-y, Non, c'est bon. Moi, j'allais juste faire un commentaire, mais vas-y. vas-y, je t'en prie. Bah, ça permet de pas s'en mêler, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est surtout que tout ce que tu vas mettre dans Pax va générer un fichier compilé ici. Donc tu vois, j'ai un application.js qui a été compilé venant de mon app.jsx, de mon application.jsx. Si j'avais plus de fichiers ici, il en générerait un pour chaque, ce qui est inutile puisqu'au final j'ai qu'un seul truc que je vais plugger dans mes pages web. Au final, les sous-fichiers, ils sont importés et ils sont jamais plugués directement. Hmm. Euh,
ce qu'on va commencer par faire, c'est on va commencer par afficher le nombre de postes total qu'il y a sur l'application. Donc pour ça, ça va impliquer récupérer les postes. Il va un peu nous obliger à faire premier niveau de discussion. Euh, comment je fais ça proprement? Enfin, comment je fais ça pour expliquer? On va avoir besoin du contrôleur. Poste contrôleur. Ok. Ça, c'est un contrôleur classique. On va du coup s'interfacer avec l'index. Le but du jeu, ça va être de récupérer tous les postes. On parle en JavaScript, donc en fait, ça va parler à l'API, enfin à une API. On va aimer récupérer du JSON, mais surtout pas du HTML. On veut pas du HTML. Je ne sais pas si vous avez déjà eu HRFA, mais ça marche avec un mot-clé qui s'appelle respond to. Je ne sais pas si vous faites ça à PHP. Tu sais si vous faites ça à PHP, Tim, le respond to? Euh, je- Enfin, oui et non. Ok, J'attends d'avoir plus de détails pour savoir en fait. ok. En gros, en fonction, ton app va voir en fonction de ce que tu lui demandes, va répondre soit du HTML, soit du JSON, par exemple, ou Ouais. du JS en l'occurrence. Mais nous, on veut que du JSON. Là. Donc, Hmm. ça va vraiment être de dire à la fin de la méthode de ton contrôleur, un respond to. Euh, Ouais, on l'avait vu ça. vous l'avez vu? Ok. Surtout pour l'implémentation Ajax. Ouais, bah ça va être un peu la même notion ici. Donc, je vais avoir un format.html et un format.json qui va faire quelque chose de différent. Ah, pas def. Voilà. Euh, le new post, on ne s'en sert que dans le HTML. Donc, je peux le décaler à cet endroit-là. Et le format.json, lui, il va devoir render tous ces posts-là au format JSON. En gros, ah non. En gros, on empaquette nos choses dont on a besoin que dans le HTML, dans le format.html. Et ici, on va Hmm. mettre ce qu'on a besoin pour du JSON. Donc pour du JSON, au début, on va faire la version super simple et on parlera de serializer juste après. Donc on va render du JSON et ce qu'on veut, c'est render on veut un post count qui va être @post.count. Voilà, donc tout ce que ça va renvoyer, c'est vraiment un JSON super simple. Hein. On le regardera en Hmm. console tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ça. Est-ce que je peux déjà l'avoir? Oui, je peux déjà l'avoir. Si je vais dans mon app, que je fais en console, fetch slash post.json, oui, je sais jamais comment me balader avec des promises, moi. Euh, non, tu veux pas faire ça? Pardon. Euh, Ok. lance. Ok. Enfin, tu peux sauvegarder les résultats de ton fetch dans une variable. Oui, bien sûr. Tu peux clairement faire ça. Mais le problème, c'est que bon, bah, j'aurais plutôt dû faire des await et ce genre de choses, mais j'ai essayé de le faire en console proprement et je suis pas assez bon en JavaScript pour faire ça correctement. Mais je pense que vaut mieux faire des M. Euh, Qu'est-ce que je veux? Je veux return et je veux response.json comme ça. T'as oublié un E. Oui, t'as raison. Then, on va faire un truc super bête, on va faire un console.log de data et il faut pas écrit que je le voulais data. Sérieusement là.
bien sûr. On prendra faire des trucs en console directement. Ok, ça c'est l'air bon. Return, toi. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Il manque une Ici, vas-y, rajoute parenthèse. une parenthèse fermée. Voilà. Non? Identifier. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est un constant. Ok. Et donc j'ai bien 2 en post count. Ok. Voilà. Tout ça pour ça. Euh, mais ça va globalement être ça ce qu'on va faire côté JavaScript. On va juste l'automatiser un tout petit peu plus que ça. Alors on va faire un petit peu plus. Hop, je vais inverser les choses. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que toutes mes méthodes qui vont m'appeler moi-même, qui vont appeler ma propre app, je les mets dans un dossier à part. J'appelle Ok. souvent APIs. Et là, ça va être pour appeler toutes les URL qui ont trait au poste. Donc, on va faire un petit fichier pour ça. Bon, honnêtement, vous rangez les choses comme vous voulez. Moi, j'aime juste bien ranger les choses de cette façon. Donc, on va créer une méthode pour ça. Et il va être une méthode qui ne prend pas d'argument et qui va faire un fetch, c'est bon, sur slash post. Dans ce qui va être intéressant, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, ici, il y a un point JSON. Ce point JSON, il a juste besoin, j'ai juste besoin de le mettre parce que j'ai 2 formats différents et parce que, comment dire, c'est pour indiquer à mon app Rails quel format je voudrais au final. Il y a 2 Ok. façons de le faire. C'est soit tu mets le point JSON, soit tu passes les headers qui sont corrects. Ok. La bonne façon de faire, normalement, c'est de passer les headers. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on précise à Fetch quels sont les headers qu'il va devoir utiliser, qui sont content type, deux points, pas de majuscule, application slash JSON, et l'autre qu'il nous faut, c'est accept, la même chose. Voilà. En gros, on lui dit voilà ce que je t'enverrai du JSON et je veux recevoir du JSON en retour. Le accept, il n'y a pas de guillemets? Non, en fait, là, il y a des guillemets autour du content type parce qu'il y a un tiret. Ok. Dans les objets JavaScript, tu as le droit de Ah mettre ouais, des d'accord. tirets. Mais dans le accept, c'est juste un objet normal. C'est juste une key normale, donc il n'y a pas besoin de put. D'accord. Et ça va rendre ça va vraiment faire l'appel sur slash post et ça va renvoyer là un post count. En l'occurrence, pour l'instant, c'est ce qu'on a dans notre contrôleur. À terme, ça va nous renvoyer tous les posts. Ok. Donc le truc, c'est que ça va être asynchrone parce que ça, c'est un fetch qui peut prendre du temps. Hmm. Donc on va stocker le résultat réponse égale. On va attendre que le fetch soit fini. Ensuite, quand le fetch est fini, on va avoir un const post count. Ça, du coup, ce async-là, il est géré directement sur JavaScript, on n'a pas besoin de Ouais, c'est save. ça. C'est toi, tu n'as rien besoin de faire pour, pour lui dire en bonus, gère ce côté asynchrone. Ok. Ça, c'est Enfin, cool. en gros, c'est je veux pas d'asynchronisme ici. Fais les trucs correctement. Hmm. Et pareil, j'en ai besoin d'un autre parce que il va parser la réponse en JSON et ça peut prendre du temps, donc c'est une promise et je veux qu'il réserve la promise. Je veux pas gérer mes promises autrement avec des zen, ce genre de choses. C'est une syntaxe qui Hmm. est un peu plus lisible que celle où tu chaînes les zen à l'infini. Ouais. Mais ça n'a rien de beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, tout ce que ça fait, c'est ça fetch la bonne URL avec les bons headers et ça va parser la réponse en JSON et ça va me la renvoyer. Dans mon app, ce qu'on va faire, c'est on va ici faire post count, deux points,
C'était quoi le nom? Fetch postcount? Voilà. Bon, c'est la façon sale de le faire, mais normalement ça devrait marcher. Ouais, ça marche pas vraiment, mais nanana, oui, ok. Post count i point. C'est quoi post? Ça, je l'ai appelé. Bon, j'ai voulu faire ça de façon un peu trop sale. Ok, donc on va devoir gérer un state qui va compter le nombre de postes. Count. Ça commence à 0. Et une fois que l'on aura monté notre component React, on va charger les nouvelles données en faisant refresh post count. Ce sera donc une fonction qui prend rien, qui va appeler post count égale quoi, fetch post count, fetch post count. Il va donc récupérer les données de notre app, puis il va mettre à jour notre state. Set state. En disant, c'est quoi count? Count de points, post count, point, comment je l'ai appelé? Post count. Donc là, c'est vraiment raw, mais c'est vraiment pour faire les sous-étapes. Hein. Normalement, vous allez voir après, on va sauter pas mal tous ces crans. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il râle? Parce que ça devrait être placé après le component demand. Pourquoi? Et lui, ce qu'il va faire, c'est il va être asynchrone, il va faire await refresh post count. Il va aussi être asynchrone. Et il va await celui-là. Voilà, donc l'idée c'est t'attends que tout soit que ta promise soit bien que toutes tes promesses soient bien résolvées, qu'il t'ait renvoyé la réponse finale. Tu le stockes dans un objet, puis après tu le mets dans ton state qui va updater cette espèce de variable. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va se servir du state. La variable state, c'est une variable réservée ou pas? Ouais, c'est réservé en React, c'est spécial le state. C'est D'accord. pour ça que quand tu fais set state, ça Ouais, c'est ça. update cette variable. Ok. Et en gros, je peux faire ça ensuite. Du coup, va utiliser la valeur de ce truc-là. Hmm. J'ai dû rater un truc quelque part. J'ai oublié une flèche. Donc, voilà. Sauf que c'est mal mis à jour, mais l'idée, pourquoi une cause infomise. Le fresh post count. Ah, oui. Je suis pour lui indiquer la bonne fonction. Ah, sérieusement. Référence, refresh post count, not defined. Bah là, c'est mieux. Maintenant, on a 1000. Pourquoi? Parce que j'ai dû me tromper sur la façon de l'écrire. Quand je fais un appel à poste, j'aurais dû suivre le truc de base. Non, c'est juste moi qui ne sais pas taper quelque chose. Ah, c'est parce qu'il y a un S ici. Voilà. Donc ça fetch bien la donnée et ça l'affiche bien. Donc en gros, Ah, la boucle. les petites erreurs. Ouais, bah c'est classique. Hein. Ouais. Euh, c'est le problème du live coding, c'est que tu te retrouves toujours à faire ce genre de truc. Hein. Hmm. Mais vraiment, la notion va être d'avoir un component demand qui va charger tes données ou le faire à d'autres endroits. Hein. Ça va dépendre des gens, mais enfin des gens, des use cases. Mais moi, j'ai vraiment retrouvé avec le besoin de le faire à ce moment-là. Euh, L'idée, c'est tu fetch ta donnée
et tu sets ton state avec pour populer les données de ton app qui ensuite ton app va pouvoir s'afficher, grossir, faire des choses avec. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les postes en entier. Pour récupérer les postes en entier, je conseille vivement d'utiliser une gem qui s'appelle Active Model Serializer. Pourquoi Parce que si je voulais écrire dans mon contrôleur exactement ce à quoi ressemble un poste, donc ça va avoir un ID, ça va avoir un texte, ça va avoir un auteur qui va avoir un username, etc. Ce serait particulièrement chiant à écrire. Et en plus, je vais devoir faire une espèce de boucle automatiquement qui va du coup qui va populer un espèce de array qu'ensuite je vais pouvoir render en JSON. C'est insupportable à faire. Ce qu'on va faire, c'est juste, on va du coup, on va utiliser Active Model Serializer pour nous simplifier vraiment la tâche pour ça. D'accord. Et ça, c'est une gemme. C'est une gem. C'est une gem pour simplifier le fait de générer des choses en JSON. Donc le truc, c'est qu'il n'y a pas d'installation, bien sûr. Voilà. Du coup, cette gemme, tu l'utiliseras en production. Tu l'utiliseras tout le temps. J'utilise tout le temps. C'est vraiment la Ok. gemme qui me permet de gérer mon JSON partout. Je sais qu'il y a des équivalents autres. J'ai pas vraiment envie de... J'ai pas le temps, Ouais. surtout, plus, Bah ouais. d'aller chercher, d'aller faire des benchmarks de tous les équivalents. Je sais que Schoner et Marvin, par exemple, avaient testé la version de Netflix. Je sais plus à quel point ça avait été agréable pour eux. Il y a des sites qui référencent, Oui, il y a des sites qui référencent tout ça. qui classent Après, les... le problème, c'est pas de les référencer. Le problème, c'est d'avoir un benchmark qui dit ça, c'est mieux que ça. Et pourquoi? Ouais. C'est ça qui est dur, en vrai. Hmm. Qu'est-ce qu'il parle? C'est Painful. Ok, voilà. Donc, Schneur nous dit que utiliser la version de Netflix était désagréable. Parfait. Donc, je ne l'utiliserai pas pour D'accord. cette vidéo parce que j'ai autre chose à faire. Hop, on y reviendra. J'expliquerai pourquoi je fais ça avant, mais je sais qu'il va falloir que je le fasse. Donc, enfin, je vais expliquer en même temps. En gros, le format par défaut de Active Model Serializer est très brut. Et je vais avoir, en fait, tu peux lui configurer en lui disant quel adapteur tu veux utiliser. Moi, j'aime bien utiliser l'adapteur D'accord. JSON. Certaines personnes aiment l'adapteur JSON API. Et pour ça, ce que tu fais, c'est que tu ajoutes un nouvel initializer que tu appelles comme tu veux, Active Model Serializer.ruby. Donc, si, au cas où, pour ceux qui ne savent pas, les initializers sont tous lancés au démarrage de ton app Rails, Ouais. les uns après les autres. Ouais, ça permet vraiment d'initialiser des choses. Donc, là, j'ai configuré Active Model Serializer. Maintenant, il va être temps d'ajouter mon premier serializer qui va être mon serializer de post. Donc, ça va être un rel generate, serializer. Je sais pas si vous voyez assez. Je pourrais peut-être zoomer. Je peux zoomer là-dedans? J'ai aucune idée. Oui. Moi, perso, ça va, mais ouais. Donc, je Si tu vais regardes sur le téléphone, vaut mieux zoomer, ouais. dans le doute. Voilà. Parce que ça est là. Oui. Ok. Donc, ça crée un fichier de serializer qui. Non, c'est pas au bon endroit. Serializer qui par défaut te dit oui, bah, je vais faire l'ID du serializer. Tu listes tes attributs en fait que tu vas vouloir. Donc je vais vouloir D'accord. l'ID, je vais vouloir son texte et il va belongs to, je crois. Ok, je sais plus si c'est belongs ou belong. De toute façon, on était parti pour regarder de la doc. Tac. Ouais, parce que c'est belongs, parfait. C'est exactement ça que je veux, sauf que voilà, il aura un auteur et moi je dis qu'il s'appelle pas comme ça, je dis qu'il s'appelle auteur serializer. Donc pareil, tu dis il va avoir un auteur et voilà comment tu vas serialiser l'auteur. Euh, on revient là. Ça Et... donnera une variable auteur serializer, c'est ça? De quoi? Ça te donnera une variable qui s'appelle author Ça s'appelle serializer. auteur, deux points. Et en fait, il va utiliser l'autre serializer, qui est celui d'auteur, pour serialiser celui-là. Et en fait, je voudrais l'ID de l'utilisateur et son username. Genre, je veux pas son email, par exemple.
Ok. Ah, je vais redémarrer mon serveur Rails parce que j'ai ajouté une nouvelle gem. Ça, j'y pense parce que je me le suis déjà tapé dans les dents il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Euh, et là, on va du coup pouvoir avoir tous nos postes d'un coup. Ce qu'on va faire pour avoir tous nos postes d'un coup, ça va être... Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, ça c'est add post, oui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la classe et il va voir, OK, j'ai un array de postes. Donc, je vais utiliser le serializer qui s'appelle post serializer pour le générer. Et donc, pour chacun, je vais prendre l'ID et le texte et un auteur. Et puis, je vais aller prendre les informations qu'il y a dans l'auteur serializer, qui sont l'ID et l'username. Je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée, c'est vraiment de nous simplifier la vie pour écrire ce genre de choses, quoi. Parce que tu veux vraiment pas le faire à la main. C'est particulièrement D'accord. désagréable de remplir son tableau à la main avec des JSON que tu construis à la main aussi. Ça simplifie pas mal la vie. Mais il va falloir adapter un tout petit peu ça, parce que du coup, c'est plus vraiment des post count, c'est plus des posts. Ça retourne des posts. Et c'est juste flash post. Pareil, du côté de notre app, on va avoir une liste de posts à la base, qui sera vide, parce qu'on commence, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Et on va fetch des posts. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va mettre à jour nos posts de cette façon-là. Et une fois qu'on a fait ça ici, on va pouvoir faire state.post.next. Je sauve tout ça, je retourne sur notre app. Et si elle veut bien, normalement, ça n'a pas dû changer. Sauf que si on inspecte le React, on va pouvoir voir que notre app, dans son state, elle a un tableau de poste qui contient à peu près ce qu'on veut. D'accord. Je ne sais pas si c'est très lisible. Voilà. Genre, Ouais. on a un array de postes qui ont chacun le même auteur pour le coup, qui ont deux textes différents, leur ID. Bon, moi, les ID, c'est une espèce de string du monde, mais on s'en fiche. En fait, on les utilise jamais réel, on les affiche réellement et on les affiche pas, donc c'est pas Ouais. vraiment important. Voilà. Mais en fait, on peut bien récupérer de la donnée. Le but du jeu maintenant, ça va être de l'afficher proprement et d'en faire quelque chose. Parce que bon, là, c'est cool de marquer un count, mais dans l'idée, le but du jeu, ça va être d'afficher des posts à la fin. Euh, comment il faut le faire? Je crois. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va render un objet un tout petit peu plus compliqué que juste ça. On va render une div. Dans cette div, on va mettre toujours la même chose, le post count. Et ensuite, on va mettre une liste de posts. Donc, une liste, on va pas être très intelligent, on va faire une liste chaînée. Hein. Enfin, une liste à plus. Est-ce qu'on veut faire ça? Non. On va faire une autre div. Ah. Et dans cette div, ce qu'on va faire, c'est on va itérer à travers tous nos posts pour tous les afficher un par un. Je pense que ma webcam est en train de devenir très noire parce qu'il fait noir chez moi. J'arrive, je vais juste une lumière. Ok. Donc, je disais que là, on pouvait faire quelque chose d'assez classique en React, c'était d'itérer autour de notre liste de posts. Donc, ton this.state.post.map hop, qui va prendre un post en entrée de la fonction et qui va l'afficher d'une façon ou d'une autre. Pour le coup, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment
Ah, tu dois l'appeler castName parce que c'est du Parce que comme c'est XML. du JavaScript, si tu l'appelles classe, comme c'est un mot-clé réservé du langage, il Ouais, doit enlever. d'accord. Ouais, Et donc au milieu, on va mettre un post.text. Pour l'instant, on affiche que ça et ce sera très très bien. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Il y a une parenthèse là. Non, ça a l'air bien. Non, ça n'a pas l'air bien. Parfait. Classique. Il y avait plus de parenthèses, je pense. Est-ce que c'est mieux? Non. Ok. Je sais pas où est-ce que j'ai oublié des trucs. Donc, mon map, qui est un post qui renvoie. Ça tourne ce truc. Euh, et j'ai une div ici. Ah, j'ai des trucs à la fin là. Et il manque une parenthèse à la fin du return. Voilà, beaucoup mieux. C'est ça. Donc, on peut donc afficher le texte des posts les uns après les autres. Je me rends d'accord. compte que, voilà. Donc, en gros, on a l'idée globale de comment est-ce qu'on va parler à notre app pour, comment dire, pour fetcher de la donnée. Maintenant, l'important, enfin, en gros, je vais sauter des étapes. Hein, je vais pas faire le petit username en bas, les petites icônes tout de suite. Ce que je vais faire, Ouais, c'est rajouter parce que c'est important. Il y a un truc qui est très important dans Rails, qui est le CSRF token. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais ouais, rajouter comment ajouter un nouveau poste. En fait, comment mimiquer euh, cette espèce de bout de forme là pour créer un nouveau poste. Euh, donc bah, ça va être assez simple. Hein. Si on va faire une magnifique hop, sélection, sélection. Donc là, ce que je fais, c'est que je le tape de tête parce que je le connais. Mais en vrai, ce que tu fais, c'est que tu prends quand tu as besoin de le faire dans la vraie vie, c'est que tu prends ton HTML, puis tu découpes ton HTML en morceaux et tu fais des cours copier-coller. Hein. hmm, Hop, et je vais prendre mon app, et je fais un gros copier-coller amical. Sauf qu'il ne connaît pas les RB. Donc ça, en fait, on sait que c'est juste un form. Hein. J'ai besoin d'un form fort. Il n'a rien de spécial. Hop. Là, que mon end ici, c'est la fin de mon form. Ce sera un slash form. Hein. Euh, que j'aurai un label. Pareil, label, ça n'a rien de spécial. Le seul point important d'un label, c'est qu'il faut se souvenir qu'il a un HTML fort. Parce qu'en fait, pareil, fort, comme c'est un mot-clé du langage, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas taper juste fort. Donc, tu es obligé de dire ouais, un, voilà. Et il a une classe, et pareil, classe, on a vu, c'est class name. castName. Là, le label se ferme à la fin du texte. Voilà. Et ça, c'est un text field. Pareil, un text field, non, c'est rien de spécial. C'est un input, deux points, text. Ah, input. Je ne peux pas émettre pour ça, des fois, ça marche pas très bien. Parfait. Donc, son name, c'est text, et son ID, c'est text. Ah, on a vu qu'il avait en classe un text field et qu'il avait un placeholder. On peut jeter ça, hop. Et il va nous manquer un submit. Normalement, il n'est pas trop compliqué à écrire. Ah, input, submit, value. Mettre un espace pour être sûr de la différence. Ah, hop. Donc, on a juste repris on a mimiqué vraiment ce qu'on avait dans notre app. Bon, j'ai dû écrire une connerie en écrivant mon text field, mais dans l'idée.
Ouais, je vois. Ouais, genre, genre mon CSS me tue en fait. Ah, attends, je vais le mettre, je vais le tricher. Oui, comme ça, très bien. Et il va avoir un magnifique style. Bloc, je pense, sans doute. Voilà, ce qui fait qu'on devrait voir l'intérieur du label. C'est ça. Bon, c'est pas exactement le même style, mais on s'occupera du style à un autre moment. Ouais, Voilà, le truc c'est que là on tape dedans et on appuie sur entrée, ça fait rien de spécial parce que le form il fait rien en fait. ok. Donc on va devoir gérer tout ce qui est la problématique de taper dans un form en React. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on update un state. Euh, donc on va avoir une value qui va être vide pour démarrer. En fait, ça va démarrer avec l'intérieur de ton input va être vide. Hmm. This.state.value. Et on va avoir une méthode onChange qui va updater ce state. Et en fait, du coup, ça va lier les deux. C'est à chaque fois qu'on va taper dans l'input, ça va updater le state value. Et en fait, du coup, ton React et l'intérieur de ton input vont rester synchronisés. Ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser depuis React ensuite. D'accord. Euh, Franchement, si tu regardes, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, j'essaie de l'expliquer plus doucement. Là, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer après encore. Ouais. C'est this.setState, parenthèse dièse, value, deux points, e.target.value. Là, et lui, il va avoir un change égal this.change. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, ça va rien changer au behavior qu'on voit dans le lab, sauf que j'ai dû rater un truc. This.change, change égale E, flèche, set state, que j'ai raté. Bah là, ok, c'est pas cool. Ah, ok. You provided the value to without unchanged number. What? Ah, parce que le fil s'appelle unchanged. Donc je disais, hop, si je tape là-dedans, ça se comporte comme avant, sauf que, en fait, si on regarde dans React, mon app, elle sait elle a un state dans lequel la value va être updatée D'accord. au fur et à mesure. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour faire des choses. Euh, Hmm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une seconde méthode dans notre API pour dire, hey, je veux créer un nouveau poste. Donc, const add post. En gros, elle va prendre un texte et à partir de ça, elle va créer un post dans l'API. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut globalement faire des copier-coller. Il y a plein de choses qui vont être pareilles. Donc, ce sera un fetch post, les mêmes headers. La seule grande différence, si vous connaissez un peu vos routes Rails, c'est que c'est un post plutôt qu'être un get. Ensuite, il va falloir lui donner les données et on va mettre ça dans un body. Si vous, dans l'app, ça s'attend à avoir un body qui ressemble à ça. Donc, je vais juste le décrire correctement. Voilà. Donc, ça s'attend à avoir un body avec post 2.text dans l'application. Le seul point qui va être important, et c'est pour ça que je fais juste là à la main, c'est que si je le lance comme ça, je vais taper post là. Ah oui, mais je trouve que je ne l'ai pas blinké. Bon, on va dire que ça marche comme ça et je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas en vrai.
dans l'app, je vais créer quelque chose qui va handle en fait le submit du form. Flèche. Ça va être je sais pas taper async. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher la page de se recharger. Parce que sinon, quand tu submits un form, la page se reload et tu veux pas du tout que ça fasse ça. Tu veux pas que ta page elle change. Tu peux juste le faire en mode JavaScript pratique. D'accord. Et ensuite, ce que tu veux, c'est, tu vas prendre ta value qui est dans ton state et tu vas appeler ton add post en fait. Add post, très bien. De this.state.value. Tu vas récupérer la valeur de ça. Donc là, quand tu vas le créer, ton contrôleur va te renvoyer un post, le nouveau post, et que tu vas le rajouter dans ta liste de posts que tu avais déjà. Donc tu vas la mettre à jour. Hop. Mais comme ça, c'est asynchrone. On va attendre que ça soit fini. Et on va dire, je prends mon this.setState et mes posts, ça va être le nouveau, le new post, virgule, tous les autres posts. Voilà, c'est vraiment, je vais ajouter le post et puis je vais récupérer la réponse et la mettre là-dedans. On va juste modifier le contrôleur pour avoir pareil un response, le response classique, le même response en fait, qui est le response. En fait, je vais le copier-coller parce que j'ai la flemme. Là, tu redirectes en route uniquement dans le HTML. Tu veux surtout pas faire ça en JSON. Tu veux pas qu'il redirecte quoi que ce soit. Et tu veux, hop, dans ton format.json, rendre le nouveau post. Voilà, c'est en gros, quand tu vas appeler ton create, il va créer ton post et ensuite il va le renvoyer dans ton JSON final. D'accord. Voilà. Il va le formater en utilisant le serializer qu'on a écrit avant. Donc c'est aussi pour ça parce que j'aurais pas eu envie de réécrire le format du post à cet endroit-là encore, ou avoir une méthode quelque part qui fait tout. Tu vois, ça implique un niveau de complexité. Là, ça va gérer des tableaux. Là, ça va en gérer qu'un seul. Je préfère avoir mon serializer qui gère tout pour moi et pas avoir besoin de m'en occuper. Donc, on a cette magnifique app. Je tape et là, je me dis, tout va bien se passer. Je vais effacer ma console. Oui, j'ai pas lié le unsubmit. J'ai oublié de faire ça. Pardon. Le form, qu'il faut lui dire, c'est que quand tu submit ton form, tu appelles le this.handleSubmit. Et plutôt qu'appeler le comportement classique d'un form, appelle cette méthode et fais ce que. Donc, je disais, j'écris dedans, je clique sur post, et là, je prends 422. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 422? Ce qui se passe, et donc là, tu vas regarder ton terminal, tu fais wow, une belle stat trace. C'est CSRF, là. Ah ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est lui fournir le CSRF au moment. En hidden field? Pas en hidden field, tu lui files dans les params, en fait, de ton JSON ici. Tu dois le rajouter, en fait. Et où est-ce que tu vas le lire? Il est dans ton header, en fait. Ils sont là. Tu as deux méta, qui sont les tokens qu'il va falloir lui donner. Voilà. Donc, tu es obligé de les lire et d'aller les forcer dans tes méthodes de type post, delete et patch. Petit truc, les CSRF Rails les génèrent à chaque page ou seulement quand il y a des formulaires? À chaque page. Ok. Et alors, les nouveaux Rails les génèrent aussi dans chaque formulaire. Si tu regardes, où est-ce qu'il est? Là. Normalement. Attends, non, ça c'est. Dans les formulaires générés par Rails, il y a aussi des CSRF. C'est pas les mêmes. C'est important à savoir. Donc ok, là, je vais pas réinventer la poudre. Attends,
Je vais regarder la conversation avant. Il y a toujours le site avec les erreurs. Mais qu'est-ce qui t'empêche si tu vas hacker un site de renvoyer le CSRF que tu as reçu de toute façon pour poster des données? Parce que si c'est une fausse page, tu n'as pas le CSRF. C'est que si Attends. c'est réel qui a généré la page que tu l'as CSRF. Parce qu'il va changer à chaque page. Ah oui, d'accord. Ok. Donc euh, je vais copier-coller la version que j'ai déjà faite parce que j'ai pas envie de réécrire cette fonction. Je me suis fait tout. Bien, hop. JavaScript. Parfait. API. Post. Ah, je suis désolé d'avance pour cette triche. Ok, donc c'est une fonction qui va juste aller lire le méta qui a le bon nom et qu'il rajoute dans un objet que tu lui passes un paramètre. Le point, c'est juste de faire add CSRF autour de ça. Et ça va le rajouter automatiquement à ce que tu appelles. D'accord. Tout ce code-là est disponible. Hein, c'est pour ça que je ne vais pas m'embêter à trop expliquer ce que ça fait en détail, mais c'est vraiment, tu lis littéralement ton header, et tes deux headers, Ouais. et tu améliores ton objet avec. Et là, normalement, c'est presque bon. Ça a ajouté quelque Ça chose, ajoute une ligne. mais ça n'a pas ajouté correctement. Pourquoi Parce que ce qu'on a récupéré quand on regarde le network, quand on a fait notre post, on a récupéré quelque chose qui ressemblait à ça, qui est à peu près ce qu'on veut, mais, c'est là la partie marrante, dans notre app, celui qu'on a rajouté ici, on a oublié d'enlever, là tu vois, il y a tout de suite author, on a oublié d'enlever le cran post. Donc c'est juste qu'il va falloir dire dans notre API, oui, mais en fait, tu renvoies post.post. Ah, post. Attends, post, pourquoi s'il y a un S? Pas de STR. En gros, je veux que tu m'enlèves le cran de plus qui a été renvoyé par l'application Rails. Je ne veux pas le voir. C'est pas pratique. Là, si je fais ça, ça l'ajoute. Et je sais que j'ai bien ajouté le post dans Rails et que Rails m'est revenu en me disant c'est bon, tiens, regarde le nouveau post que je t'ai ajouté. J'ai bien, Ok. et il l'ajoute bien au bon endroit dans le array, etc. Je vais changer de branche. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas changer de branche. En fait, je vais plus passer en mode, je vais plus coder la suite. En fait, je vais déjà coder. En fait, je vais vous la montrer plus que la coder pour expliquer des bouts. Les points importants qui sont vraiment pensés au CSRF, penser à mettre les bons headers et ce genre de choses, on les a vus à la main. Je pense que c'est plus intéressant si on regarde rapidement euh, les différentes étapes qui sont intéressantes en fait. Parce que moi, ça m'a pris genre 4-5 heures à tout faire proprement. Donc le Mm. in-React, c'est littéralement ce qu'on a fait. Il n'y a rien de plus. Voilà, vous allez voir que ça ressemble. Hein. Il y a un fetch post. J'ai un component app qui a un state avec des posts dedans. C'est normalement littéralement la même chose. D'accord. Et il y a une post list, donc j'ai des sous-components que je mets dans un dossier components qui contiennent mes petits bouts. Donc voilà, j'ai une post list qui a des UL qui contiennent des posts. Chaque post est une LI qui, voilà, etc. C'est vraiment, c'est assez simple en fait. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses d'important? Non, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de très important là-dedans, en plus que ce que vous avez déjà vu. Euh, c'est pas la même. Ok, là, ce que j'ai rajouté dans celui-là, qui est important, c'est j'ai rajouté un user controller. En fait, j'avais besoin de mon current user parce que quand on va afficher cette page-là, on va avoir envie de pouvoir afficher Ouais. le user et d'afficher les bons boutons. Si c'est si c'est le même user que le user courant, alors tu lui affiches le edit et le supprimer, sinon Ouais. tu ne l'affiches pas. Donc tu as besoin de récupérer le current user. Pour faire ça, tu crées un contrôleur spécial pour ça et lui, comme il n'a pas besoin de render du HTML jamais, tu utilises juste vraiment les méthodes de vis de base. Ok.
Tu écris une méthode fetch current user qui fait, bon, je ne fais pas de dessin, hein, c'est toujours les mêmes choses en fait qui se fonctionnent. Je vous laisse regarder tout ce genre de choses. Ton component did mount, il commence par refresh le user, puis refresh les posts, et il l'affiche. Hein. Il affiche unknown ou current user.username éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Non, voilà. J'ai déplacé mes bouts qui affichaient des boutons de mon ERB vers ici. Mais voilà, c'est tout. Et j'ai écrit un serializer pour le user qui renvoie en plus l'email parce que éventuellement on va pouvoir afficher ou afficher une photo ou whatever avec. Enfin, c'était plus pour montrer que tu D'accord. peux écrire des serializers différents. Euh, Create and destroy, bon, bah, create, on l'a vu ensemble. Hmm. Ça n'a rien de spécial. Hein. Il y a le add CSRF token qui est ici. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez aller chercher ici. Et il y a add post, puis j'ai fait remove post en même temps parce que c'est vraiment quasiment les mêmes. Hein. Si tu regardes, c'est quasiment des copier-coller de deux méthodes. Quoi. Et avec, quand tu cliques sur la petite poubelle, ça appelle la méthode pour supprimer le post. Et c'est tout. Ça n'a D'accord. rien de très sorcier. Il y a une gestion d'erreurs, mais pareil, rien de spécial. C'est en gros ton contrôleur peut renvoyer des erreurs. En fait, si par exemple tu n'es pas autorisé, il va renvoyer un JSON spécial où il dit oui, t'es pas autorisé, ou s'il ne trouve pas le poste, il dit que le poste n'existe pas, etc. Pour les afficher en haut. Quand tu te crées C'est-à-dire, une clé errance, de quoi? tu te crées une clé errance pour avoir des Ouais, c'est messages. ça. Et en C'est fait, l'équivalent du flash, quoi. ouais, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il reçoit le add new post, en fait, il reçoit il prend un poste et s'il y a des erreurs, il les sait et il set les erreurs ou pas en fonction de ce qu'il a reçu. Attends, c'est pas ça. D'accord. Mais en gros, l'idée, c'est qu'en fonction de ce qu'il reçoit, quand tu fais un post ou un delete, il va changer la valeur du state errors ou du state Ouais. avec le post. Il continue d'agir correctement. Est-ce qu'il y a des choses? D'accord. Celui-là, non, là, celui-là, c'est vraiment bidon de. J'ai tout ajouté en React. Enfin, j'ai mis le update, quoi. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as une page qui ressemble vraiment à ta page de base, tu supprimes tous les autres tous les autres comportements qui étaient particuliers de ton app. Donc, c'est t'enlèves les respond to format HTML, tu gardes plus que ton JSON, parce qu'au final, tu veux plus que ton app fasse que ça, sauf pour la page de base, où tu veux qu'elle fasse rien, à peu près. D'accord, tu le laisses pas au cas où le client n'utilise pas de JavaScript. Tu pourrais. Ça dépend de ce que tu veux faire. Le problème, c'est que si tu fais ça, ça t'oblige à garder deux stacks prêtes en permanence, ce qui est D'accord. ce qui a l'air un peu suicidaire à mon sens. Ah ouais, carrément suicidaire. En gros, tu vas devoir développer plus ou moins les features, le front deux fois, parce qu'il faut que ton front il soit disponible dans les deux versions. C'est assez dur. Je sais pas ce que tu en penses, D'accord. hein, mais pour moi, ça me paraît vraiment difficile d'être sûr que tu as ton front qui est 100% compatible et qui permet de faire 100% les mêmes choses si le client n'utilise pas de JavaScript. Ou alors, tu as vraiment juste une version dégradée qui est utilisable si la personne n'utilise pas de JavaScript. Je pense que D'accord. les gens qui n'utilisent pas de JavaScript sont un très faible nombre de gens. Et Non, que c'est clair. Enfin, moi, j'en fais partie, justement. C'est pour ça que je pose la question, mais je connais personne d'autre qui fait ça, quoi. Pythonner. Ouais, non, je connais très peu de gens. Pareil, je connais très peu de gens qui le font. Mais quand tu visites certains sites, de toute façon, t'as pas le choix. Ouais, certains sites, ils disent, bon, bah, active JavaScript ou va voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout quand t'es une petite équipe, t'as pas le loisir d'avoir les deux. Ouais, ok, je vois. Mais je me rends pas compte, justement, de la quantité de travail. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Les malvoyants, ils mettent pas de JavaScript, Marvin? Est-ce que c'est vrai? Euh, Et j'ai vu un article, il y a des gens qui codent aveugles, d'ailleurs. oui, oui. Ça, oui, mais je savais Ça, pas que les malvoyants mettaient pas de JavaScript. Je vois pas pourquoi, en fait. peut-être pour être sûr d'avoir les choses dans le bon ordre, entre guillemets, pour que le screen reader lise les trucs. Je sais pas. Ah, pas de support du browser pour certains. Ok. Donc tu veux proposer, si tu veux gérer oui, effectivement, si tu veux proposer une expérience possible pour les gens qui sont malvoyants, euh,
éventuellement, tu peux avoir besoin de faire ça. En général, les gens qui sont moi, les gens malvoyants que je connaisse utilisent Chrome et Chrome, ils arrivent à s'en sortir avec ça. T'as pas mal de règles d'accessibility, bundle dans React et qui passent très très bien. Ouais, c'est ça. Ça lie tes trucs. C'est pour ça que maintenant tu te retrouves avec plein de gestion de problématiques d'accessibilité. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de branche. Je vais git reset -, et je vais faire git fd. Parfait. Et je vais faire un git avec un React. Parfait. Et je vais installer ce qui manque. Pardon, il n'y en a pas pour long. Je vais le présenter là-dedans, ce sera beaucoup plus agréable pour vous que le mot qu'il présente dans. Git clean, c'est pour supprimer. Les fichiers qui ne sont pas ajoutés dans Git. Comme j'avais rien ajouté dans Git, j'avais plein de fichiers en plus bonus que j'avais pas vraiment envie de garder. D'accord. Je vais redémarrer mes deux serveurs parce que je sais plus ce qu'il y a temps. Sans doute. Oui, vous avez le droit. Tout va bien. Oui, je suis d'accord qu'il y a des tools. En fait, quand tu cibles les gens qui sont vraiment aveugles et qui utilisent des vieux tools, oui, il y a des chances que tu sois obligé d'avoir une expérience utilisable sans JS. Mais l'expérience vraiment complète sans JS, c'est vraiment très difficile à maintenir quand tu es une équipe de genre 2-3 développeurs. Ouais, d'accord. Une petite startup, tu te rajoutes un niveau de difficulté bonus. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi? Ok. C'est dans mon HTML. Je veux pas ça. Pardon, désolé. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que dans les problématiques que tu as, par exemple, en termes d'accessibilité, c'est que les gens qui lisent pas, ils doivent pouvoir taber sur toutes les choses qui sont éditables, notamment ces petits icônes. Tu te retrouves à faire des. Non, je sais pas si tu vois, c'est un petit peu plus bleu, et tu peux taber dessus, en fait. Bon, là, ma couleur est dégueulasse, mais théoriquement, tu vois que tu es en train de taber sur tes boutons. Tout doit être lisible, donc tu dois avoir des tags qui indiquent comment faire que les choses soient lisibles. Ok. Voilà, donc ça c'est l'app finale, elle ressemble littéralement à la première app. Dans les choses que j'ai rajoutées, que vous pourrez regarder, j'ai rajouté comment gérer le CSS directement dans le JavaScript. Pour ça, j'utilise Style Component. Je ne sais pas si ça parle à des gens. Dans le doute, c'est que ça ressemble à. Je peux montrer post-create. Oui. En fait, tu as des espèces de mini-components qui contiennent du style CSS et tu les utilises de cette façon-là. Voilà, donc en fait, c'est un P qui en plus a une margin de 0. Ça, c'est un post form, donc c'est un component React normal qui en plus a un display flex et un width de 100% sur celui-là. Voilà. Et section style, il est dans un autre fichier. Et là, d'accord. Ou du coup un background, etc. En fait, ça te permet de gérer ton CSS directement dans ton JS et souvent de garder ton CSS à l'endroit où il est utilisé. Ce qui t'évite d'avoir des immondes fichiers CSS qui font des milliers de lignes et qui sont difficiles à maintenir. En fait, tu sais que s'il y a un CSS qui est là, il est utilisé là. Ou qu'il est utilisé dans. Ouais, c'est le principe de compartimentage. C'est ça. C'est pour ça que tu fais des components à la base. Sachant que ça t'empêche pas d'avoir un espèce de CSS global, c'est mon fichier style ici, qui est mon global style, où je lui dis oui, bon, fais ce genre de truc par défaut. Je veux que tous mes A, j'ai pas de texte décoration.
Tu peux faire en sorte que le style global soit prioritaire sur le style des components, je suppose. Je pense que tu mets des gros points d'exclamation important. Ouais, sans faire ça. Difficile. Et c'est pas le Ok. but, en fait. Ce serait bizarre. Ouais, mais admettons, tu veux, je sais pas, tu fais un refactor de tout le style, tu vois, genre tu changes le design, tu vois, c'est C'est difficile. Ce sera difficile. d'accord. Faudrait Voilà. que tu, faudrait que tu modifies tous les components un à un au niveau du Ouais, CSS. c'est un peu ça. Peut-être, Ouais. Ouais. Dans, ce qui est important, ce qui est intéressant aussi dans Style Component, c'est que tu as une notion de thème où tu peux avoir tes variables, genre mon violet dégueulasse, que j'écris une fois et qu'après j'utilise de cette façon. d'accord. Ça simplifie pas mal la gestion des variables. Ça ressemble un peu à SAS, mais à l'intérieur d'un truc React. Ce qui fait que tu n'as aucun JavaScript dans. Oui, CSS.js, c'est une autre version. C'est une autre chose. D'accord. Quelque part, c'est Marvin. Je crois. Hein. Si je me trompe pas, Marvin, tu peux hurler si je dis de la merde. Ouais, moi j'utilise ça. Ouais, il y en a plein. Honnêtement, c'est pas ça qui me rend. Il y a Oui, il y a Emotion. le choix, quoi. Alors là, pour le coup, c'est la grande magie du monde du JavaScript. C'est Enfin, la magie ou la malédiction. ouais, c'est un peu les deux. Parce que c'est un peu, ça fait un peu genre le pari de bon, je vais choisir ça, j'espère que ça va durer. C'est ça. Ouais, t'as ça en équivalent. En gros, le style component et emotions ont l'avantage d'avoir des espèces de components de style que tu peux déplacer et réutiliser plus tard. C'est un peu plus agréable pour ce genre de raison, je trouve. D'accord. Euh, mais le CSS in JS, je sais plus ce que j'utilisais, je crois que j'utilisais JSS, Ouais. euh, qui fait pareil. Ouais. C'est ouais, franchement, j'ai un peu l'impression que c'est 50 Shades of the Same Thing. Quoi. Ouais. Tu regardes que là d'ailleurs là ils font des styles A. Quand tu regardes la gueule de celui-ci, c'est des styles c'est la même syntaxe. C'est comme ok, oui, vous faites la même chose. Pourquoi est-ce que vous faites pas juste la même chose, un seul tool? Mettez-vous d'accord. Euh, mais bon, ce Ouais. n'est que mon avis. Euh, quoi d'autre Non, c'est un peu tout ce que j'ai rajouté. J'ai changé les tests pour qu'ils marchent et qu'ils continuent de tout tester. Il n'y a rien de beaucoup plus intéressant, je pense, à dire. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller incrémentalement, de changer des Ok, bouts de ouais, ton je app vois. par petits bouts de ton app parce que tu pourras jamais refactor toute ton app, tu n'auras jamais le temps de faire tout ça. Non, c'est cool, ouais. En plus, on voit ouais, vraiment les petits détails qui comptent finalement. Ouais, bah, c'était le but aussi de la présentation, c'était vraiment de montrer les bouts qui étaient importants, le CSRF, les headers qui vont bien, la logique un peu séparer les choses quand même. Voilà, Ouais, je c'est ça. pense pas qu'il y ait grand chose dedans. Bon, ouais, si j'ai mis ça, mais ça c'était pas. Je dis peut-être une connerie, mais coder en React, c'est un peu comme faire une app, enfin, communiquer avec une API. Bah, tu communiques à ton. En fait, ton Rails devient globalement une API. Il fait presque Ouais, rien c'est ça. d'autre. Un peu de routing pour quand tu as Ouais. plusieurs pages, parce que tu fais pas gérer ton routing par React du coup. Sauf si c'est que du React en app, mais c'est rare quand on arrive jusque-là. Si le seul truc qui est intéressant, c'est un petit plugin que j'ai rajouté qui s'appelle Fleetmove, ce qui fait que, je sais pas si tu te... Non, c'est pas celui-là. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était très très moche le enlever des posts. Maintenant, il y a un petit effet, hop, et ça coûte une ligne les 3 lignes de code. C'est rajouter ça. Voilà. J'ajoute un truc flip move autour, puis il gère tout seul. Et voilà, c'est les petits Cool. bonus d'utiliser React. Ça donne ce genre de truc en cadeau de manière assez simple. D'accord. Euh, parce qu'il y a déjà des gens qui ont fait des components qui gèrent ce genre de truc. Donc t'as pas Ouais, et besoin de puis, le ouais, gérer, pour d'accord. que t'aies pas besoin de le gérer toi. Quoi. Donc, ça donne l'opportunité ouais, Euh, mais bon, le de but faire de ce que cette tu veux. goodie, c'est surtout pas de comment dire, de réécrire toutes vos apps instantanément en React. Ça n'a aucun intérêt, je pense. C'est D'accord. c'est suicidaire même de faire ça. C'est que Ouais, il pareil, faut c'est juste le ton app faire qui est longue, si c'est vraiment utile pour l'utilisateur, quoi.
Ouais, c'est ça, faire les bouts qui sont utiles. Et puis, bon, après, tu finis par les merger, tu réutilises des components de l'un vers l'autre, puis au bout d'un moment, tu te retrouves à avoir une app complète en React, mais c'est vraiment d'y arriver. Hmm. Euh, Merci Marvin. Ouais, de toute façon, ça a été c'est enregistré, hein, donc je partagerai tout ça après. Voilà, bah, c'est pas mal tout ce que je voulais montrer. Euh, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Marvin ou Tim. Bah écoute, non, t'as répondu à plein de questions que j'avais pas aussi. Ok, parfait. Non, c'est cool, ça me donne une bonne vue d'ensemble. Justement, c'était encore un peu flou, en particulier si je voulais mettre ça dans Rails. Donc non, Mhm. bah franchement, nickel, merci beaucoup, quoi. Cool, parfait. Ouais, je vais couper l'enregistrement. Hop.